Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce dimanche en politique consacré à Montpellier, surdoué ou surcoté. Devenue la 7e ville de France, en passant devant Strasbourg, Montpellier a dans le même temps perdu son statut de capitale régionale au profit de Toulouse, centre politique et administratif de la région Occitanie. Montpellier réputé pour son soleil, qui mise sur son dynamisme avec une démographie soutenue, mais qui en souffre également avec un fort taux de chômage et des embouteillages quotidiens. Quelle place et quel avenir pour Montpellier dans le nouvel échiquier régional? Eh bien, des questions que nous allons poser à Philippe Sorel. Bonjour. Bonjour. Maire d'Hiver Gauche de Montpellier, président de la métropole depuis 2014. On a appris là récemment que la création d'une nouvelle académie allait voir le jour. Une académie grande région prévue pour 2021 qui va fusionner celle de Montpellier et de Toulouse. On ne sait pas encore où sera le nouveau rectorat, mais c'est quand même un signe de plus de cette fuite discrète, mais réelle, des services administratifs vers Toulouse. Est-ce que vous regrettez la fusion avec Midi-Pyrénées? Non, bien sûr, je ne regrette pas la fusion. Moi, je l'ai soutenue, la fusion. Parce que je pense qu'un pays qui n'est pas capable de se renouveler n'est pas un pays moderne. C'est un pays qui s'enferme dans ses certitudes. Mais le problème n'est pas régional. Réduire les problématiques des villes à une problématique régionale, voire à une compétition entre les deux métropoles, ce n'est pas regarder en face la réalité du monde. Montpellier est en compétition avec toutes les grandes villes du monde. Oui, avec Toulouse. Et quand vous allez à l'étranger, que pensent les habitants des autres villes et des autres pays? Ils connaissent les villes, vous savez, ils ne connaissent pas les régions. Hein. Pour vous poser des questions... La ville de Chengdu, la ville de Stuttgart, la ville de New York connaît Montpellier et connaît pas du tout l'Occitanie. Alors Philippe Sorel, pour vous poser des questions, il y a également sur ce plateau Pascale Victory, qui est la rédactrice en chef adjointe de France Bleu Héros, Ludovic Trabuchet, journaliste au Midi Libre et chef de l'agence de Montpellier. Et enfin, il y a Yann Voldoir, qui est rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire La Gazette de Montpellier. Pascale. Alors, je vais rebondir sur la question précédente. Est-ce que, du coup, cette fusion ne donne pas à Montpellier une place de ville moyenne? Je sais que vous n'avez pas aimé ce terme, visiblement, de ville moyenne dans cette Occitanie nouvelle par rapport à Toulouse. Montpellier est 7e ville de France. Donc, c'est une des 10 grandes villes françaises. Et Toulouse, 4e. Et Toulouse, 4e. Mais moi, je ne fais pas la course avec Toulouse. Vous voulez toujours me faire la course avec Toulouse. Moi, je discute avec toutes les grandes villes du monde. Enfin, vous ne faites pas la course avec Toulouse. Avec Strasbourg, vous avez bien fait la course parce que vous avez vraiment médiatisé le fait que vous êtes passé devant Strasbourg. Je ne pense pas que les Montpelliérains auraient été heureux de passer 9e alors que nous étions 8e. Je pense qu'ils auraient été fiers de passer 7e ville de France. Ça ne ressemble pas un peu à une fanfaronnade quand même de se comparer à Strasbourg, qui a quand même une dimension de capitale européenne, le Parlement européen. On parle de démographie, si vous voulez. On parle de démographie. On ne parle pas de fonction internationale. En termes de démographie, les chiffres sont là. Vous pouvez les contester, ça peut ne pas vous faire plaisir, mais je suis sûr que les entrepreneurs, les universitaires, tous ceux qui occupent des fonctions économiques dans la ville sont plus heureux d'expliquer sur leur carte de visite qu'ils habitent dans la 7e ville de France que dans la 8e, dans la 9e, dans la 10e ou dans une ville moyenne. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est seulement une image? Sur l'image, c'est très important. Ça permet d'asseoir Montpellier au niveau national sur le classement des villes. Uniquement. Alors, on a vu... Uniquement non, parce qu'accroché à l'image, il y a une reconnaissance, ne serait-ce que gouvernementale. 5 ministres sont venus dans les derniers mois visiter Montpellier. Si vous aviez été 8e, ils ne seraient pas venus? À ma connaissance, moi je ne fais pas de la politique fiction, je ne sais rien s'ils seraient venus ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui ils sont venus parce que Montpellier occupe dans le sud une place qui est incontournable. 7e ville de France, ce n'est pas une ville moyenne, c'est une grande ville et c'est la 7e du pays. Quand vous parlez du monde économique, est-ce que vous pensez qu'ils sont réellement attirés par cette 7e place de Montpellier? Est-ce qu'il n'y a pas quand même d'autres arguments à faire valoir? Bien sûr, il y a plein d'arguments, ne serait-ce que le BIC, notre centre d'incubation des entreprises, que j'ai visité tout à l'heure et qui fêtait ses 30 ans, qui est le 2e incubateur dans le monde, derrière Dublin et devant Rio de Janeiro. Bien sûr qu'il y a des arguments formidables. Nous sommes la seule métropole, par exemple,
qui assure dans la création de l'entreprise, de l'idée jusqu'à la cotation en bourse, le trajet de l'entreprise et de l'entrepreneur. Nous sommes la seule à faire ça. Bien sûr qu'il y a d'autres arguments, mais l'image que retiennent les hommes et les femmes au niveau du pays, c'est Montpellier, 7e ville de France. Et c'est bien comme ça. D'ailleurs, je m'étonne que vous ne me posiez pas la question de la création de la métropole. Parce que vous me dites Montpellier n'est plus capitale régionale, mais vous oubliez de me dire Montpellier est devenu métropole. Or, dans la loi MAPAM, puis dans la loi NOTRe, ce sont les métropoles qui gouvernent au niveau national et international. C'est une nouvelle strate de la réforme territoriale qui permet à Montpellier de se déterminer à l'échelon international. Est-ce que, selon vous, sur les métropoles, il faudrait aller plus loin? Un de vos prédécesseurs, Georges Frêche, pour ne pas le nommer, disait que pour que Montpellier continue à exister face à Marseille et à Toulouse, il fallait faire grossir la métropole. C'est-à-dire faire une métropole de Montpellier à Lunel, à Sète, la faire grossir, quoi. Est-ce que vous êtes sur cette position? La question que vous posez, elle n'est plus d'actualité, je suis désolé, mais ce n'est plus l'histoire du temps. La ville de Montpellier, sa métropole, oui, géographiquement, se trouve entre Toulouse et Marseille. Mais la métropole de Montpellier, elle discute avec toutes les métropoles du monde entier. Oui, mais là, concrètement, il y a une aire économique quand même qui part de Lunel et qui va jusqu'à Sète. Est-ce qu'il n'y a pas là un angle, un axe à travailler? Cette aire économique, elle peut être travaillée par des coopérations, par des échanges. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Claude Arnault, président de l'agglomération de Lunel, est tout à fait favorable à travailler avec nous sur l'implantation de nouvelles entreprises. Le président du Pic Saint-Loup est d'accord pour travailler avec nous à une association de préfiguration sur les aires d'installation des nouvelles entreprises. Est-ce que c'est lisible, ça, pour les chefs d'entreprise qui viennent de loin? Des coopérations, est-ce qu'il ne faudrait pas faire grossir la métropole? Non, moi je ne suis pas favorable à l'extension des limites territoriales. La métropole de Montpellier a été construite de façon démocratique, elle a été construite de façon, je dirais, douce, hein, on peut le dire de cette façon-là. Elle n'a pas été construite comme si elle devait annexer les territoires voisins. Je vous propose qu'on passe maintenant à la deuxième thématique de cette émission. On a parlé de l'action éventuelle de la métropole à l'extérieur de son périmètre. On va maintenant en venir à l'action de la métropole et de Montpellier dans son périmètre. Je vous propose d'abord de regarder un petit peu ce florilège de réactions qu'on a été recueillir sur l'action justement de Montpellier et de son maire. Sorel, je peux pas dire, c'est pas ma tasse de thé quoi pour lui dire, mais c'est des gens qui sympathiques, mais il a fait des bonnes choses, il a fait pour la sécurité, il essaye comme tous les autres, point commun, il essaye, du moins pour le moins, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de vagabondage dans la ville quand même, hein. Voilà, c'est tout. Je trouve qu'il a fait avancer la vie du côté de l'hygiène et de la propreté. C'est pas parfait, il reste encore beaucoup à faire. Parce que la ville était en très mauvais état. Il refait les trottoirs petit à petit. Mais c'est bien ce qu'il fait, c'est bien. Je pense il faut faire plus de travail par rapport au logement et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent des difficultés à Montpellier au niveau du logement. Donc ça pose vraiment un problème. Mais sinon, tout le reste, oui, ça va, ça reste une ville étudiante. Je pense que les résultats sont quand même ceux qu'on espérait et qu'il n'a pas fini. Donc on peut encore lui laisser la chance de continuer à prouver qu'il n'est pas mauvais. C'est Frêche qui a pris les décisions, ça fait 32 ans que je suis là, que ce soit pour la direction du TGV, pour le rayonnement de Montpellier, culturellement. Je pense que les bases étaient données, ça a continué avec Mandrou. Sorel a hérité de ça. Aussi bien je peux en parler positivement, parce que ça maintient quelque chose à Montpellier, mais je pense que les grandes bases étaient déjà lancées avant Philippe Sorel. Le maire, il est bien pour se faire prendre en photo, pour faire des inaugurations. Et là où il doit se passer des choses, eh ben on ne le voit pas. Voilà, c'est tout. Il doit quand même faire ses preuves sur la qualité des projets d'envergure, sur la perspective au-delà d'un mandat électoral. Voilà, c'est ça qui nous... Bon, l'idée de repousser le tram aussi, c'est quand même assez préjudiciable au niveau circulation, ça se voit très bien. Voilà, après moi je constate, c'est pas dramatique, mais il nous manque un souffle là, il nous manque quelque chose. Du construit pour l'avenir.
Voilà quelques réactions glanées dans la rue auprès des Montpelliérains, qui n'ont rien d'un sondage, je vous rassure, mais qui donnent comme ça un petit peu la température de ce que ressentent les gens. Pascal, on sent une température moyenne, tiède quand même. Comment on fait, sur quoi plutôt vous aimeriez qu'on vous juge à l'heure actuelle? Parce que ça ne fait pas si longtemps que ça que vous êtes arrivé que vous avez pris la ville en main, ça va faire 4 ans. Est-ce qu'on peut déjà vous juger sur votre action, sur l'action, les projets que vous êtes en train de créer? C'est un petit peu difficile de vous juger à la fois sur des projets quotidiens, sur ce qui se passe dans le quotidien, l'amélioration de la vie des gens, et à la fois sur les grands projets. Il faut se référer aux 15 propositions pour la ville que j'ai proposées aux Montpelliérains pendant les élections municipales. La première proposition que j'ai faite, c'est de dire stop à l'augmentation des impôts. Ça fait 5 ans que le taux d'augmentation des impôts est égal à 0%, ville et métropole. Seule métropole en France à avoir réalisé cela. Parce que nous avons pris conscience que la charge d'imposition qu'avaient à supporter les Montpelliérains, les couples Montpelliérains, était trop importante. On a donc fait ce que nous avons dit. Deuxième proposition, la régie publique de l'eau, que j'ai mise en place, qui a fait diminuer le prix de l'eau de 10%. Nous l'avons dit, nous l'avons fait. Troisième proposition, la sécurité. Et un monsieur l'a parfaitement indiqué tout à l'heure. 50 policiers nouveaux, 1,6 million investi dans la vidéosurveillance. Et maintenant, grâce à la police de sécurité au quotidien, 25 policiers nationaux et 30 gendarmes grâce à Gérard Collomb. Uniquement sur ces 3 propositions, et je peux vous décliner les 15. Oui, et un taux de chômage qui reste quand même élevé à Montpellier, des difficultés encore pour accéder au logement à Montpellier, avec une population nouvelle qui arrive, mais avec des difficultés, avec un loyer minimum de 500 € quand on gagne le revenu médian, il est quand même de 1 500 €. Il y a quand même aussi tous ces points noirs. Mais Montpellier n'a jamais été une ville riche. Ce n'est pas Toulouse. Montpellier est une ville modeste. Ce n'est pas une ville pauvre, mais ce n'est pas une ville riche. Si elle est affriolante, si elle est un peu clinquante, si elle propose du plaisir à ceux qui viennent y habiter, c'est que la gouvernance de la ville injecte tout dans les équipements publics et dans l'espace public. Parce que, pourrez-vous m'expliquer comment il se fait que si la ville était aussi noire que vous la décrivez, elle aurait un taux d'augmentation de la démographie aussi important? Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment elle pourrait être aujourd'hui la métropole la plus attractive de France si nous n'injections pas de politique publique? Je crois que c'est Toulouse, la métropole la plus attractive de France. En termes de démographie, c'est Montpellier. On ne peut pas refaire les chiffres de l'INSEE, quand même. Je veux bien me faire allumer, mais il faut que vous m'allumez sur des choses réelles, pas sur des choses inventées. Donc, je dis simplement que nous sommes aujourd'hui la métropole la plus attractive en termes de démographie. Si nous n'avions pas une grande politique culturelle, une grande politique sportive, une grande politique en termes de création d'emplois, et je mesure mes mots, parce que là aussi, nous sommes leaders sur tout ce qui est numérique, santé, start-up. Et si nous n'avions pas fait le pari de la French Tech, si je n'avais pas obtenu le label French Tech, nous n'en serions pas là. Ludovic. La population qui augmente, c'est aussi une problématique des transports. Alors il y a les contournements routiers qui sont encore à l'état de projet. Oui. La ligne 5 de tramway qui, pour l'instant, n'avance pas. Qu'est-ce que vous avez à répondre aux Montpelliérains qui estime justement qu'il faudrait que les choses avancent dans ce domaine-là? Et à ceux qui n'habitent pas à Montpellier et qui aujourd'hui reculent à l'idée de rentrer dans Montpellier avec les difficultés qu'on connaît. Vous savez, ce n'est pas une ligne de tramway supplémentaire qui va régler les problèmes des contournements routiers. Parce que les 2 contournements routiers, ça fait 50 ans qu'ils n'existent pas à Montpellier. Et moi, je me bats pour le contournement ouest, 230 millions d'euros. Qui l'a lancé, le contournement ouest? C'est moi, au travers du contrat de plan État-région. Et puis, bien sûr qu'il a démarré par des achats de fonciers déjà sur la commune de Saint-Jean-de-Védas et par une enveloppe de 25 millions d'euros qui est d'ailleurs dans le contrat de plan État-région. Je n'invente rien. Hein. Alors, ensuite, sur la 5e ligne de tramway, j'allais venir. Voilà, sur la 5e ligne de tramway, j'ai souhaité
que le tramway ne passe pas par le parc Montcalm. C'était une promesse de campagne, je la tiens. Et il ne passera pas par le parc Montcalm. Et nous allons porter la superficie du parc de 15 à 20 hectares. Alors, on va faire un petit rappel de ce dossier de la ligne 5 du tramway de Montpellier. Son chantier pourrait peut-être démarrer avant la fin du mandat. Ce serait le premier grand chantier de la ville de Montpellier. Un serpent de mer. La 4e ligne, et ça, vous l'oubliez. Elle était bien en route au moment où vous avez pris la mairie. Ça, c'est faux. Encore une fausse information, une fake news. Les études n'avaient pas été réalisées auparavant. Le tracé n'était pas. Elle avait été prévue après la 5e ligne. Je suis désolé. La 4e ligne, c'était d'ailleurs le souhait de la commission d'enquête. Alors, on va quand même revenir sur cette 5e ligne. La vérité aux Montpelliérains, attendez. Un serpent de mer, donc, puisque vous aviez sur la ligne 5 effectué un moratoire, c'est-à-dire on ne touche à rien. Et puis voilà que cette ligne donc, est relancée avec un nouveau tracé et une consultation publique qui a commencé en novembre dernier. Regardez. La ligne 5 devrait finalement être livrée en 2025. Elle reliera La Vérune à Clapiers en passant par le centre de Montpellier. À La Vérune, justement, un collectif pour la ligne 5 rassemblant plusieurs milliers d'adhérents se bat depuis 3 ans pour que le projet aboutisse. Et pour eux, 2025, c'est toujours un tramway nommé Désir. On a perdu 3 ans, puisque le tram aurait déjà dû être là. On devrait faire l'inauguration. Là, nous sommes ici en train de discuter du projet du tram, alors que nous aurions dû faire l'inauguration déjà. Voilà, donc c'est du temps perdu pour nous. Tous les jours, au quotidien, ici, vous voyez, ça passe, ça circule, il y a des embouteillages. Il faut partir de plus en plus tôt de son lieu de résidence pour rejoindre son lieu de travail ou le lycée, pour les collégiens, et c'est insupportable. C'est plus d'1h30 de transport par jour. Avant d'arriver à La Vérune et à Clapiers, la ligne 5 doit à nouveau passer à la moulinette de la consultation publique. Pour éviter le parc Montcalm initialement traversé par le premier projet, 5 scénarios sont proposés en mairie aux habitants de la métropole, avec une préférence de Philippe Sorel pour la variante 1 en jaune, une ligne de gauche selon ses propres termes. Ça veut dire qu'elle dessert en priorité les quartiers populaires, c'est-à-dire là où il y a beaucoup de personnes et des gens qui ont des niveaux de salaire qui ne sont pas ceux des quartiers résidentiels. Le nouveau tracé sera voté avant l'été 2018 et les travaux devraient débuter en 2019, si tout va bien et si aucun nouveau recours n'est déposé, ce qui serait presque étonnant dans ce dossier. Et retour avec ce dimanche en politique consacré à Montpellier avec Philippe Sorel. Yann. Alors moi j'avais 2 questions. Pourquoi avoir pris autant de temps pour relancer les études et la machine sur la ligne 5 alors qu'on le voit, il y a quand même pas mal d'attentes. Et la deuxième question, c'est que les travaux vont commencer, vous l'avez dit, je crois, en 2019. Ils commencent par le nord. Or, on voit que c'est plutôt à l'ouest qu'il y a une demande d'urgence. Pourquoi pas commencer d'abord par l'ouest ? Alors, premier point. D'abord, je rappelle que nous avons réalisé la ligne 4. Vous avez l'air de considérer que c'est normal, mais ce n'était pas écrit dans les perspectives de l'ancienne majorité. La ligne 4 est prévue après la ligne 5. Deuxièmement, j'ai promis aux Montpelliérains que nous ne passerons pas par le parc Montcalm. Donc, cela demande de la concertation sur toute la partie ouest de la ville. C'est pour cela que j'ai dit qu'avant la fin du mandat, nous commencions par le segment nord, c'est-à-dire la route de Mende de la faculté des lettres jusqu'à Agropolis. Et comme je l'ai annoncé, nous commencerons les travaux avant la fin du mandat. C'est tout simple. Pour finir sur le tramway, où en est l'extension de la ligne 1 qui doit amener à la gare TGV, la nouvelle gare TGV, parce que les premiers voyageurs vont arriver dès le mois de juillet. La ligne, d'abord, on ne fait pas une ligne de tramway à 25 millions d'euros le kilomètre pour 100 voyageurs par jour. On l'a fait quand elle est rentable, quand la gare Montpellier-Sud-de-France pourra recevoir le nombre de TGV qu'elle doit recevoir in fine. C'est pour cela que nous l'avons programmé en fonction du taux de TGV qui arriveront à la gare Montpellier-Sud-de-France. Et pour ce qui est de son financement est déjà réglé en partenariat avec l'État. Je voudrais qu'on aborde un troisième point, la gouvernance de Philippe Sorel. Est-ce qu'elle peut se réduire à une maxime qui n'est pas avec moi et contre moi ? Ça, c'est une maxime que vous pourriez faire valider à de très nombreux politiques, oui, c'est à vous que je pose la question. Membres de partis ou pas membres de partis d'ailleurs. Lorsque nous arrivons près des élections,
les choses deviennent blanches ou noires. Elles se radicalisent un peu, c'est normal. Et ceux qui combattent l'action de la municipalité, eh bien, me combattent. Et combattent la politique de notre majorité. Il n'y a rien de spécial à cela. Lorsque vous avez été élu, vous êtes présenté en disant que Montpellier sera un laboratoire politique. Et vous avez lancé notamment ce pacte de confiance qui a explosé en vol, enfin vous avez fait exploser en vol, visiblement. Enfin, vous parlez de choses, Madame Victory, alors, je vous aime bien, mais là vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Si. Le pacte de confiance des 31 maires, il continue à exister. La preuve. Pas des 31 maires, on est d'accord. Et si, le pacte de confiance, ça s'adresse aux 31 maires. Alors vous rappelez peut-être ce qu'était ce pacte de confiance des maires, c'est un document qui est annexé à la création de la métropole et qui dit la chose suivante. Lorsque nous prenons de grandes décisions qui concernent l'avenir de la métropole ou des projets importants, comme le rond-point Genevois, comme la déviation Est, il faut que ce soit soumis à la conférence des maires, c'est-à-dire aux 31 maires, qui est une institution officieuse qui se réunit quand on en a besoin. Et c'est ce que nous faisons. Et la dernière fois, tout ce que je prends comme décision passe au travers de ce filtre, bien sûr. Alors, en tout cas, vous Ce qui a volé un éclat, c'est la gouvernance de mes vice-présidents. Mais à ma connaissance, un président a quand même le droit de choisir ses vice-présidents. Tout à fait. À l'époque, vous aviez dit que vous vouliez faire de la politique en dehors des partis. Et donc, je suis en dehors des partis. Et de pouvoir continuer à travailler avec tout le monde au sein de la métropole. On a vu qu'après les élections, vous avez resserré un petit peu la donne en leur demandant d'adhérer à un parti politique, à une formation en tout cas politique En Marche à Montpellier. Non. Si, vous l'avez demandé d'adhérer à cette formation. Madame Victory, je suis désolé, mais vous ne connaissez pas l'actualité. Si, monsieur. Non, Madame Victory. Si. Alors, expliquez-nous. Je n'ai pas fait de groupe En Marche. J'ai fait un groupe... En Marche à Montpellier. Mais c'est pas vrai. J'ai fait un groupe citoyen, En Marche et apparenté. Ça n'a rien à voir. Les mots ont leur importance. Quelle est la différence ? J'ai du mal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont de chez En Marche et d'autres qui sont apparentés, qui sont de notre parti. Très bien. En tout cas, vous avez demandé à ce qu'ils adhèrent. On est d'accord. Certains ont refusé. C'est leur droit. Et donc, ils ne font pas partie de l'exécutif. René Revol, le maire de Grabel, qui est Front de Gauche, ne pouvait pas rejoindre un groupe En Marche et apparenté. Vous avez pris l'initiative de créer un conflit, quoi. Est-ce que c'est un style politique aussi que la métropole se politise une fois qu'elle est bien installée, ça me paraît juste. D'ailleurs, les derniers débats que nous avons eus à la métropole prouvent combien elle est politisée. Sur le pacte financier avec l'État, quelle a été la position de M. Revol ? Il a voté contre. Et vous pensiez que je pouvais garder un vice-président qui vote contre parce que le Front de gauche vote contre ? Un vice-président, il est dans l'exécutif. Il joue dans la même équipe que le président. Est-ce que, selon vous, c'est cela la définition de faire de la politique autrement ? C'est ce que vous aviez annoncé comme feuille de route ? Oui, faire de la politique autrement, c'est faire de la concertation autrement. Faire de la démocratie directe. C'est faire les 220 réunions publiques que moi je fais avec les gens face à face et avec mes équipes. Et ça, personne ne le fait dans le pays, à ce niveau-là. Ludovic. Donc vous avez demandé au vice-président d'adhérer à ce groupe, mais vous-même, vous l'avez dit, vous n'êtes pas membre d'En Marche. Oui. Où en sont vos relations avec l'Élysée, enfin à la fois avec le parti présidentiel et l'Élysée ? Mais moi, je ne suis pas membre d'un parti politique. Je suis en dehors des partis politiques et j'ai d'excellentes relations avec le président de la République. La preuve en est, si je devais devoir vous le prouver, c'est qu'il y a quand même 5 ministres qui sont venus depuis 2-3 mois. Je ne pense pas que si j'avais de mauvaises relations avec le président de la République, il déléguerait 5 ministres pour venir visiter Montpellier. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez facilement appeler à Paris Ça veut dire avoir des réponses ? Non, mais le gouvernement, ce n'est pas un guichet, ce n'est pas open bar. De même que la ville de Montpellier ou la métropole, c'est pas open bar. Par contre, quand j'ai un message à faire passer, quand j'ai un conseil à requérir, bien sûr que je peux avoir des interlocuteurs à Paris. Est-ce qu'il faut, Yann ? Un député En Marche nous disait récemment que vous seriez le candidat naturel de En Marche pour les municipales en 2020. Est-ce que vous aurez l'étiquette En Marche si vous vous représentez ? Mon parti, c'est Montpellier. Voilà, je suis clair. Montpellier En Marche ? Je ne suis pas membre du parti En Marche. Mon parti de cœur, c'est le Parti socialiste. Et je reste socialiste. Je le dis clairement.
de philosophie socialiste. J'ai été exclu. Que voulez-vous? Je suis dissident maintenant. Je suis un socialiste dissident. Et cette situation me convient parfaitement. Pascal. Je ne suis membre d'aucun parti politique. Je n'ai qu'un seul parti. C'est ma ville, Montpellier. Et vous n'entretenez pas de très bonnes relations, on peut le dire, avec le président du département, avec la présidente de la région, par exemple, avec le plus gros patron de la ville, qui est Maud Altrad également. Est-ce que ce sont des gens qui ne vous comprennent pas, selon vous, qui ne veulent pas travailler avec vous, ou est-ce que c'est vous qui êtes fâché avec tout le monde? Mais ça se discute. Avec Kléber Mesquida, nous avons passé un accord sur le transfert des compétences. Tout le monde pensait que ça ne se ferait pas, ce transfert. Il s'est fait. Vous étiez un petit peu obligé de le faire. Oui, ça a été difficile. Non, il pouvait le refuser. Non, il pouvait le refuser. Non, il pouvait le refuser. Ça a été difficile, oui. Eh ben, c'est normal, quand quelqu'un défend ses intérêts, que quelqu'un d'autre... Quand vous vendez votre maison, vous vendez au premier qui arrive? Vous attendez d'avoir plusieurs offres? Oui, mais enfin là, il s'agit de relation entre le département et la plus grande ville du département. Non, mais je défends Montpellier, moi. Je défends l'intérêt de Montpellier. Donc, il m'arrive quelquefois d'être en conflit avec les autres collectivités qui défendent la leur. Avec Madame Delga, nous avons signé un magnifique contrat de plan État-région. Et là, personne m'a dit, bravo, Monsieur Sorel, vous êtes bien entendu avec Madame Delga. Nous avons trouvé pour Montpellier Events une solution de gouvernance qui nous permet de sauver plus de 150 emplois. Ouais, mais dans le même temps, vous allumez Madame Delga sur un panneau en disant qu'elle a coupé des arbres dans Montpellier. Ça n'a rien à voir. On n'est pas au même niveau d'intervention. Mais par contre... C'est pas un geste de tendresse, quoi. Vous croyez que c'est tendre que de cisailler plus de 100 arbres d'un espace boisé classé, protégé par l'État, sans autorisation, dans une ville? Vous croyez que c'est tendre? Vous croyez que c'est pas un peu violent? Moi, je défends Montpellier. Quand on agresse et qu'on... C'est la fin de ce Quand débat. on agresse Montpellier, je défends Montpellier. Merci à tous les cas d'avoir participé à ce débat. Le prochain Dimanche en politique sera consacré à la réforme de l'apprentissage, un enjeu régional. Excellente journée sur France 3.